L'histoire des Juifs de France, c'est votre rendez-vous quotidien sur Radio J dans lequel nous parlons des événements et des personnalités incontournables de l'histoire de la communauté juive de notre pays. Et comme nous le faisons souvent, c'est un portrait que vous nous avez préparé ce matin, Christophe, celui d'un homme politique dont on a beaucoup parlé dans l'actualité ces dernières semaines, car certains des ouvrages qui lui ont appartenu et qui ont été volés par les nazis pendant la Shoah ont enfin été restitués à ses descendants. Il s'agit de Georges Mendel, journaliste, député, maire, plusieurs fois ministre. Il est l'une des figures politiques les plus importantes de la Troisième République et l'un des premiers à avoir pris conscience de la menace que représentait Hitler avant de connaître une fin tragique. Avant tout, donc, d'abord, Christophe, évoquons la jeunesse de Georges Mendel. Et oui, de son vrai nom, Louis Rothschild, Georges Mendel naît le 5 juin 1885 à Chatou, dans le département de Seine-et-Oise. Alors je précise qu'il n'a aucun lien avec la brillante famille de banquiers, les Rothschild. Il faut le préciser d'emblée, le père de Louis Edmond est ailleurs à Paris, sa mère s'appelle Henriette Mendel. La famille qui a quitté l'Alsace, comme beaucoup après la défaite de 1870, pour pouvoir rester française est peu pratiquante. Il a fait sa bar mitzvah à la synagogue de la Victoire, inaugurée en 1874. Brillant élève, celui qui s'appelle donc encore Louis Rothschild, fait ses études au lycée Condorcet. Son baccalauréat en poche, il se lance dans le journalisme et il est déjà passionné par la politique. Et il s'engage en faveur du capitaine Dreyfus, comme beaucoup de jeunes gens à l'époque. Et c'est là d'ailleurs qu'il va abandonner le nom Rothschild pour ne pas être confondu avec la famille de banquiers du même nom et le prénom Louis. Alors il choisit le nom de sa mère Mendel et le prénom Georges. Appelez-le donc désormais Georges Mendel. À 21 ans, il entre à l'Aurore, dirigé par Georges Clémenceau. Ce journal a fait parler de lui quelques années plus tôt en publiant en une le fameux J'accuse d'Émile Zola et qui prenait la défense du capitaine Dreyfus. Et c'est le début d'un long compagnonnage entre Mendel et Clémenceau. Eh oui, en ce début des années 1900, Clémenceau, la soixantaine déjà, a une longue carrière politique qu'il a entamée au début de la Troisième République. Il a notamment été maire du 18e arrondissement de Paris, plusieurs fois député, depuis peu sénateur. Anticlérical, il prône la séparation des églises et de l'État et s'oppose à la colonisation française dans plusieurs États. Donc en l'occurrence, on peut dire que c'est un homme qu'on classera à gauche. Et quelques temps plus tard, alors que Clémenceau devient président du Conseil en 1906, Mendel le suit comme attaché à son cabinet. Lorsqu'il quitte cette fonction 2 ans et demi plus tard, il tente, comme son mentor, de se lancer en politique en essayant de devenir député. Sans succès, il redevient donc journaliste à l'Homme Libre, toujours avec Clémenceau. Lors de la Première Guerre mondiale, Mendel est réformé, pas apte à combattre et du coup il reste aux côtés de Clémenceau au sein du journal L'Homme Libre qui devient L'Homme Enchaîné en raison de la censure. D'ailleurs la petite histoire, Ilana, c'est que le Canard Enchaîné qui a été créé pendant cette période justement se moque un peu de Clémenceau qui avait baptisé son journal L'Homme Enchaîné. Ça c'est pour la petite histoire. En 1917, lorsque Clémenceau redevient président du Conseil, il n'est pas jeune, et ministre de la guerre par la même occasion, Mendel devient son directeur de cabinet. Malgré cette longue collaboration entre les deux hommes, ils ne sont pas amis. Clémenceau éprouve même du mépris à l'égard de Mendel, dont il n'apprécie pas notamment les initiatives plutôt entreprenantes. Après la Première Guerre mondiale, Georges Mendel réussit enfin à devenir député après 2 échecs. En 1919, il est élu en Gironde en se revendiquant de Clémenceau. Il le sera jusqu'en 1924, puis sans discontinuer à partir de 1928. Il est aussi maire de Soulac-sur-Mer, toujours en Gironde, et président du Conseil général du département pendant quelques mois. Si un jour vous avez l'occasion d'aller à Soulac-sur-Mer, c'est une très jolie ville balnéaire. Voilà, ça c'est dit. Classé à droite de l'échiquier politique, bien qu'affilié à aucun parti, il est favorable au rétablissement des relations diplomatiques entre la France et le Vatican et aussi à la stricte application du traité de Versailles de 1919 et qui impose des sanctions à l'Allemagne. À la Chambre des députés, dans l'ambiance houleuse que l'on connaît dans les débats, il est souvent victime d'attaques antisémites, notamment sur son vrai nom de famille, Rothschild. Et en novembre 1933, 10 mois après la prise de pouvoir d'Hitler, il est l'un des premiers députés à alerter sur le danger du nazisme et sur le réarmement de l'Allemagne. Sa déclaration, qui sera d'ailleurs publiée sous forme d'une brochure avec comme titre « L'Allemagne réarme, que faire ?» Mendel devient ministre des Postes et des Télécommunications de 1934 à 1936. C'est d'ailleurs lorsqu'il occupe cette fonction que la première émission officielle de la télévision française est diffusée en avril 1935 depuis le ministère des PTT à Paris. Eh oui, c'est la gloire, on peut dire, pour un jeune ministre, même s'il n'est déjà plus tout jeune. Pierre Gaxot, un directeur du journal antisémite Je suis partout, ironise justement sur la nomination de Mendel au PTT. Machiavel a été nommé facteur, en référence au caractère, c'est vrai, plutôt cynique, voire même un peu triste du nouveau ministre. Mais la période est grave et Mendel est de plus en plus inquiet de la montée du nazisme et du fascisme, à tel point même que lui
plutôt homme de droite, envisage une alliance entre la France et l'Union soviétique pour barrer la route à Hitler, alors que la rive gauche du Rhin est réoccupée par l'Allemagne nazie en 1936. Il obtient notamment la condamnation par la SDN, la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, du rétablissement du service militaire obligatoire par Adolf Hitler. L'arrivée au pouvoir du Front populaire l'inquiète car les mesures sociales prises par le gouvernement de Léon Blum risquent d'affaiblir la France, alors que dans le même temps, l'Allemagne nazie se réarme. La chute du Front populaire en 1938 lui permet de redevenir ministre. Il occupe le poste des colonies, un portefeuille important à l'époque. Et oui, parce que la France possède un vaste empire colonial. Et comme au PTT, c'est un homme qui travaille beaucoup, qui réforme à tout va. Il prend vraiment tout cela très au sérieux. Il n'hésite pas d'ailleurs à licencier, sans ménagement, du personnel qui va juger incompétent. Le journaliste et philosophe Emmanuel Berlin écrit à l'époque « La volonté de servir l'emportait chez lui de très loin sur l'appétit de jouissance et même sur l'ambition de commander. Il aimait sa cause, non sa personne. » Mandel s'oppose aux accords de Munich, signés notamment pour la France en 1938, pour régler pacifiquement le conflit qui oppose Adolf Hitler et la Tchécoslovaquie. Mais la guerre est inévitable en 1940, alors que s'est engagée depuis quelques jours la bataille de France entre l'armée française et les forces nazies. Mandel est nommé ministre de l'Intérieur et du même coup, symboliquement, il sera le dernier ministre de l'Intérieur dans le dernier gouvernement de la Troisième République. Et il fait notamment arrêter les rédacteurs de l'hebdomadaire antisémite Je suis partout. Mais la suite est connue, moins d'un mois plus tard, alors que la France est envahie par les nazis, le maréchal Pétain est nommé président du Conseil. Mandel n'est plus ministre, mais en coulisses, il s'active, il fait en sorte que la résistance s'organise. Et c'est d'ailleurs l'un de ceux, lui, qui va pousser le général de Gaulle à partir à Londres. Il lui dit, comme le cite de Gaulle dans ses mémoires, « Vous avez de grands devoirs à accomplir, général, mais avec l'avantage d'être au milieu de nous tous un homme intact, ne pensez qu'à ce qui doit être fait pour la France et songez que, le cas échéant, votre fonction actuelle pourra vous faciliter les choses. » Le 17 juin 1940, Mandel est arrêté dans un restaurant de Bordeaux. Les gendarmes portent un ordre d'arrestation signé de la main du maréchal Pétain au motif de mener contraire à l'ordre public. C'est évidemment une machination et Mandel est rapidement libéré sous la pression du président de la République d'alors, Albert Lebrun. Et oui, car à ce moment-là, Pétain n'a pas encore les pleins pouvoirs. D'ailleurs, les deux hommes vont se rencontrer et Pétain va rédiger une lettre d'excuse en parlant d'un coup monté. Et les Britanniques poussent alors Mandel à partir à Londres pour former un gouvernement français en exil. Refus du principal intéressé qui déclare « Vous craignez pour moi parce que je suis juif, eh bien c'est justement parce que je suis juif que je ne partirai pas demain. Cela aurait l'air de dire que j'ai peur et que je m'enfuis. » Mandel décide de préparer un soulèvement depuis l'Afrique du Nord. Seul espoir, selon lui, de continuer la guerre en France et de vaincre les nazis. Merci beaucoup Christophe pour cette première partie de l'histoire des Juifs de France consacrée donc à Georges Mandel et on se retrouve très bientôt pour la suite de ce portrait.